Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième fiche vidéo, Histoire des relations internationales, BYX 511 et donc cette fiche donc va porter, aujourd'hui, c'est la deuxième, sur le cours intitulé «L'Europe des traités de paix et les enjeux des relations internationales après la guerre de 14-18». Alors je vous rappelle brièvement le plan. En trois parties, le monde en 1920, présentation générale, une nouvelle Europe et un nouveau Proche-Orient, avec les traités de paix qu'on va lister, et évidemment un des événements majeurs et très importants qui va un peu marquer, si vous voulez, le début de ce qu'on va appeler les années 20 et l'entre-deux-guerres, c'est bien sûr la révolution bolchevique et ses conséquences, hein, c'est-à-dire ce qui va se passer dans un de ces géants qu'on a décrit, hein, dans la présentation du monde qu'on avait vu ensemble lors du premier cours, hein, c'est-à-dire la Russie, qui va devenir dans les années 20 l'URSS, premier État communiste du monde, ce qui va avoir évidemment pour principale conséquence, bien sûr, de déstabiliser profondément les relations internationales de l'époque. Nous y reviendrons. Alors, au sortir de cette Première Guerre mondiale dont on a parlé la dernière fois, des millions de morts, je vous le rappelle, il n'y a pas un pays, hein, sauf peut-être les États-Unis, parce qu'ils s'y sont rentrés très tard, qui a moins d'1 million de morts dans ce conflit, hein. Ce sont des chiffres absolument terrifiants, je vous le rappelle, avec un bilan catastrophique sur le plan économique, sur le plan humain, une véritable saignée, et tout ça, bien sûr, a des conséquences sur les immédiates mondes en 1920. Ce monde en 1920 donc voit évidemment une Europe qui est complètement remodelée, hein, et c'est vraiment un des traits essentiels du cours, hein, et de cette fiche donc d'aujourd'hui. Alors ce monde en 1920, première partie, présentation générale, eh bien évidemment il y a environ 4 grandes caractéristiques, hein, qu'il faut retenir, hein. D'abord, on a une importante désorganisation diplomatique, hein, issue de la guerre, reconfiguration totale, disparition quand même à la fois de l'Empire ottoman qui est démantelé, hein, on en parlera, mais aussi de l'Empire d'Autriche-Hongrie, hein. L'Empire allemand, lui, subsiste sous la forme de la République de Weimar, hein, mais l'Empire d'Autriche-Hongrie, lui, je vous le rappelle, cesse complètement d'exister, hein, au profit de la naissance des nouveaux États centre-européens. Donc, grosse désorganisation diplomatique. Deuxièmement, deuxième aspect, c'est le problème de l'endettement des États, bien sûr, suite au conflit, hein. Tout ce qui va être la reconversion des économies de guerre en économies de paix va être évidemment complexe, sans parler des problèmes évidemment de ressources humaines derrière nous aujourd'hui, c'est-à-dire la disparition évidemment de millions d'hommes, hein, qui sont restés sur le champ de bataille de la Grande Guerre, sans parler des blessés, des invalides, hein, etc. Troisième aspect, les problèmes évidemment monétaires qui vont en découler, hein, dévaluation, inflation. Et enfin, une croissance évidemment forte, malgré des économies en crise, c'est-à-dire que progressivement, ben, effectivement, on va reconstruire, hein, et donc les années 20 hein, seront marquées, bien sûr, par une grosse relance économique, hein, qui va se terminer, la machine économique va s'emballer, crise de, comment dire, de surproduction, hein, que sera en partie la crise de 1929, on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà pour cette présentation générale. Le monde donc sort de 4 ans de guerre, grand 2, hein, nous avons une nouvelle Europe et un nouveau Proche-Orient, hein, à reconstruire, hein. Et c'est une des images d'ailleurs que vous verrez dans ce que j'ajoute à cette fiche, hein, c'est que, bah, évidemment, vont se retrouver à partir du début de l'année 1919, hein, à Versailles, les principaux vainqueurs, hein, de ce conflit, hein, un peu comme si vous voulez après Yalta, hein, on avait les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, vous vous souvenez de ces images, Staline, Wilson, Churchill, tout ça. Voilà, c'est un peu la même chose en 1919, hein, les 4 grands, hein, qui vont donc ouvrir cette conférence de Versailles où les différents traités de paix vont être signés, ces traités qui vont remodeler, hein, on l'a déjà dit, l'Europe, hein, eh bien, sont pour la France Georges Clemenceau,
hein. Vous verrez, je vous mettrai quelques illustrations de Clémenceau. Clémenceau auréolé, qui était revenu aux affaires en 1917 après une vie politique assez troublée sous la Troisième République. C'est lui qui a mis un terme rapidement aux fameuses émeutes de l'année 1917. C'est lui qui quand même a été un des principaux artisans de la victoire, aux côtés du maréchal Foch notamment. On l'a déjà évoqué, et puis Clémenceau est extrêmement populaire, puisque bien sûr c'est lui qui va, au nom de la France, récupérer les fameuses provinces perdues d'Alsace et de Lorraine, qui avaient été perdues, je vous le rappelle, en 1870. Donc Clémenceau est évidemment le principal protagoniste de cette fameuse conférence de la paix. À ses côtés se trouve le président Wilson. Le président Wilson, président des États-Unis. Les États-Unis sont rentrés en guerre en 1917. Grâce à leur entrée en guerre, eh bien, je vous rappelle que, évidemment, ça a fait basculer le camp de la victoire du côté des Alliés, surtout à cause des apports financiers qui vont arriver. Ensuite, nous avons David Lloyd George pour la Grande-Bretagne, et enfin Victor Emmanuel Orlando pour l'Italie. L'Italie, je vous le rappelle, qui avait rejoint le camp allié pendant le conflit. Et ce qu'il faut retenir enfin de tout cela, c'est pour la thématique de l'ouverture de cette conférence de Versailles, ce sont les deux grands principes que les États-Unis, et Woodrow Wilson demandent en retour un peu de leur aide décisive dans le conflit. C'est édité dans un petit plaquette que le président Wilson va faire diffuser en arrivant en France. Là aussi, c'est une première. Le président des États-Unis traverse l'Atlantique pour venir en France. C'est tout à fait révolutionnaire pour l'époque. Et Wilson, donc, dans ces 14 points, eh bien, il y en a deux qui sont très importants. D'une part, l'exigence de la création d'une société des nations, c'est-à-dire évidemment une organisation désormais internationale dont le but principal sera d'éviter que des conflits puissent à nouveau se produire. Et deuxièmement, le principe des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire cette fameuse autonomie des peuples qui va évidemment condamner les grands ensembles centre-européens vaincus, mais pas que, puisque bien sûr l'Empire ottoman ce sera le cas aussi, c'est-à-dire de refonder la carte d'une bonne partie de l'Europe en donnant leur indépendance à un certain nombre effectivement de peuples, les Tchécoslovaques par exemple, les Yougoslaves, on y reviendra tout à l'heure. Donc cette série de conférences vont mener, si vous voulez, à des traités de paix qui vont être signés dans un certain nombre de villes de la banlieue parisienne. On appellera ça les traités de la banlieue parisienne, pour une raison très simple, parce que c'est plus simple d'organiser tout cela autour de Paris, plus facile de loger les délégations, de les surveiller aussi, surtout pour les plénipotentiaires des pays vaincus. Et le premier de ces traités, donc, de cette liste, c'est bien sûr le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919. Traité de Versailles, donc, qui est signé par, bien sûr, l'État successeur de l'Empire allemand, cela va de soi, et non pas l'Empire allemand lui-même. Guillaume II a abdiqué et a fui en Hollande. Le successeur de François-Joseph pour l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'empereur Charles, François-Joseph étant mort en 1916, lui partira en exil à Madère, et ce sont là pour l'Autriche et la Hongrie les plénipotentiaires, bien sûr, de ces deux États successeurs de la double monarchie. Alors, traité de Versailles, c'est certainement plus important, signé le 28 juin 1919 à Versailles. Ce traité réduit l'armée allemande à 100 000 hommes. L'Allemagne perd ses colonies, rappelez-vous de la fameuse rivalité qu'il y avait à ce sujet avec les puissances occidentales. Exigence importante aussi, la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire la région rhénane, et démilitarisée. Ça, c'est une exigence de Clémenceau pour des questions de sécurité. Bon, ça fait quand même deux conflits franco-allemands en 1870-1914. On n'a pas très envie que s'en produise un troisième, donc on met le paquet, si je puis dire, sur ce traité de paix. Et puis évidemment, on met d'autant plus le paquet que l'Allemagne, le fameux article 231 du traité de Versailles, eh bien, est considérée comme la principale responsable
hein, du conflit, hein, et bien sûr avec des réparations de guerre, hein, tout à fait conséquentes qui seront fixées, en tout cas on les fixe à des prochaines conférences de l'après-guerre. On aura l'occasion d'y revenir dans les séances suivantes. Donc voilà, bon, n'oubliez pas aussi que bien sûr la question des réparations allemandes va être évidemment considérée par les Allemands comme une grande injustice, hein, parce que ils estiment ne pas être les seuls simplement responsables du premier conflit mondial. On y reviendra. Deuxième point, le traité de Saint-Germain-en-Laye, cette fois-ci signé avec l'Autriche, hein. Il s'agit du docteur Karl Renner, qui est président du gouvernement provisoire de la République d'Autriche, à Vienne, hein. N'oubliez pas qu'au moment où les empires s'effondrent, eh bien des États provisoires s'installent. Donc en Allemagne, on appelle ça la République de Weimar, parce que c'est là qu'elle est proclamée, à Weimar. En Autriche, donc c'est un gouvernement provisoire proclamé à Vienne. À Budapest, ce sera pareil aussi, hein. Et donc là, signature donc pour l'Autriche, réduction de son armée à 30 000 hommes, et bon, également condamnation à des réparations, interdiction de tout rétablissement, évidemment, de toute forme de monarchie, hein. On a très peur évidemment que la monarchie revienne, comment dire, euh, donc qu'il y ait des tentatives de coup d'État, etc., hein, donc ça c'est important. Et puis, aspect très particulier, et c'est important de le spécifier tout de suite, c'est que l'Autriche, eh bien, sera tout simplement interdite, hein, de toute forme de ralliement avec l'Allemagne, c'est-à-dire d'Anschluss. Car en effet, la désintégration de l'Empire d'Autriche-Hongrie amène surtout à la chose suivante, hein, et il suffit de regarder sur les cartes que j'ai distribuées, qui passent ici, à la fin de cette vidéo, vous remarquerez que l'Autriche devient un tout petit État avec une Allemagne, hein, successeur de l'Empire allemand, mais relativement préservée sur le plan territorial. Donc bien sûr, hein, on craint que les Autrichiens, qui sont quand même des Allemands, si vous voulez, hein, ils parlent l'allemand en tout cas, même s'ils sont autrichiens profondément, hein, identitairement, dirions-nous, hein, mais évidemment la tentation d'aller fusionner, hein, les Länder autrichiens avec l'Allemagne est quand même très grande, hein. Et vous le savez, c'est ce que fera Hitler en 1938, on y reviendra, mais simplement, à titre d'exemple, ne l'oubliez pas, que effectivement cette peur de l'Anschluss, cette thématique de la fusion des Allemands entre eux, eh bien, est déjà présente dans le traité de Saint-Germain en 1919, hein. On n'a pas attendu Munich, hein, pour cela. Donc voilà pour le cas de l'Autriche, signé à Saint-Germain, anecdotique, ne l'oubliez pas, je l'ai rappelé, ça peut toujours être utile de le savoir, ce traité est signé dans le château de Saint-Germain, hein, pour celles et ceux qui connaissent, hein, je précise Saint-Germain-en-Laye, hein, celles et ceux qui connaissent, c'est un château donc qui est consacré, où se trouvent, comment dire, abritées les collections du musée de la préhistoire, et donc c'est dans la salle de l'âge de pierre, hein, que l'Autriche va signer son traité, hein, ce fameux traité, et les mauvaises langues diront, bah oui, voilà, ce traité était très sévère pour l'Autriche, qui devient effectivement un État ridicule en taille, hein, si je puis dire, et donc que l'on ramenait ainsi l'Autriche à l'âge de pierre, etc., etc. Troisième de ces traités, c'est celui de Neuilly, Neuilly-sur-Seine, hein, ne m'écrivez pas dans les partiels, Neuilly-le-Lierre, Neuilly-sur-Marne, hein, je l'ai déjà vu, hein, non, il s'agit de Neuilly-sur-Seine, hein, c'est cette banlieue très chic de Paris, située à l'ouest, hein, dans le 92, donc signé le 27 novembre 1919 dans le château de Neuilly, hein, signé par le leader du gouvernement provisoire et bientôt leader tout court, Premier ministre de la Bulgarie, qui donc devient un royaume constitutionnel, une monarchie constitutionnelle, c'est Alexandre Stamboliski qui signe. Les réparations de guerre pour ce petit État malheureux, si je puis dire, puisque seul l'État balkanique figurant dans les puissances centrales, donc vraiment qui a, entre guillemets, fait le mauvais choix, 2 milliards 250 millions de francs or sont, comment dire, donc attribués à titre de réparation. Et puis surtout, le pays subit quand même un démembrement territorial, avec des territoires qu'elle perdra au sud, hein, au profit de la Grèce, au nord au profit de la Roumanie, et à l'est, hein, la fameuse Macédoine bulgare, hein, qui va être dépecée au profit de la création de la Yougoslavie et de la province, hein, de la province de Macédoine yougoslave. On y reviendra, notamment dans le cours que nous aurons après celui-ci sur les minorités.
hein, entre autres cette thématique des minorités que j'évoquerai dans le cours suivant, qui est importante. Hein. Donc, succède à tout cela le fameux traité de Trianon, hein, pour lequel vous aurez quelques illustrations également. Ce traité de Trianon est signé donc le 4 juin 1920, et vous me direz, mais bon, il est signé vraiment très tard, alors que le précédent c'était en novembre 1919 à Neuilly. Et pour quelle raison ce traité de Trianon est signé donc si tard? Parce que justement, et c'est important de le mentionner, eh bien, il éclate en printemps 1919 à Budapest, hein, où ça remue pas mal, hein, gouvernement provisoire, État successeur, État vaincu, État en crise, hein, tout comme l'Autriche et l'Allemagne. Hein, eh bien, en Hongrie, s'installe par un coup d'État un régime de type bolchevique avec à sa tête Bella Kun, hein, qui va tenter, hein, en liaison avec Lénine, hein, sommes, je me rappelle, en 1919, la future URSS est en pleine guerre civile, hein, on en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire les rouges, hein, autour de Lénine, les bolcheviks contre les Russes blancs, qui veulent bien sûr mettre un terme à cette révolution bolchevique, et donc Lénine ne pourra pas aider, évidemment, ce qui aurait pu être la future république bolchevique sœur hongroise, hein, mais Bella Kun, lui, espère, et à l'époque, personne ne sait comment tout cela va évoluer, cela fait très peur aux chancelleries occidentales, comme on dit, et cela va donc déclencher une intervention interalliée supplémentaire. En gros, une véritable guerre va reprendre, hein, au printemps 1919, hein, avec des éléments de l'armée d'Orient, hein, qui avaient percé le front balkanique, rappelez-vous, en septembre 1918, avec des éléments de l'armée roumaine, hein, alliés, hein, des Occidentaux, et des éléments bien sûr anticommunistes hongrois autour du régent Horthy, hein, du futur régent Horthy. Toutes ces troupes vont converger vers Budapest, il y a une véritable guerre, il y a des morts, hein, c'est quelque chose d'absolument dramatique, et comment dire, république bolchevique hongroise, embryonnaire, est écrasée. Hein. Bella Kun prendra la fuite vers l'URSS. Il sera d'ailleurs, pour la petite histoire, exécuté plus tard par Staline. Hein. On a pu imaginer que Bella Kun refasse surface, par exemple, en 1947, avant la guerre froide, quand la Hongrie, cette fois-ci, est devenue un État communiste. Hein. On l'abordera, bien sûr, bien plus tard. Mais en fait, non, ça ne sera pas le cas, il sera éliminé. Donc pour toutes ces raisons, ben oui, le traité de Trianon va être signé beaucoup plus tard, hein, le 4 juin 1920. Et là, bon, c'est certainement le traité qui emblématiquement est le plus terrible, hein, puisque il va s'agir d'une part d'une réduction déjà relativement importante de l'armée hongroise à 35 000 hommes, bon ça on a l'habitude, mais également des chiffres absolument terribles, puisque la Hongrie, en fait, en tant que telle, va être démembrée, hein, au profit de tous les États voisins qui vont être agrandis, recréés, hein, ou tout simplement créés. Hein. La Hongrie va perdre, donc avant 1914, elle faisait 283 000 km², elle n'en fait plus que 93 000 km², pratiquement 200 000 km² qui disparaissent. Hein. Et bien sûr, la population, ça va avec, hein, qui passe de 18,2 millions d'habitants à 7,6. Donc on a vraiment quelque chose de terrible qui se passe, hein, puisque en effet, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Hongrie, hein, va être tout simplement démembrée au profit des États qui vont être tout autour, donc au profit de la création de la Tchécoslovaquie au nord et de la Pologne, à l'est au profit de la création de la Grande Roumanie, en perdant toute la Transylvanie, hein, et au sud, évidemment, au profit de la création de la Tchécoslovaquie, hein, de la Yougoslavie, pardon. Donc au sud, création de la Yougoslavie, au nord, création de la Tchécoslovaquie, à l'est, agrandissement de la Roumanie, au nord, encore une fois, recréation de la Pologne. Tout ce que je vous cite là va faire que la Hongrie va être profondément réduite en taille. C'est d'ailleurs de la Hongrie que va partir le mouvement des révisionnismes, donc anti-traité de paix, nous y reviendrons.
Et puis, toujours dans cette année 20, le 10 août 1920, c'est la création du traité de Sèvres, la signature du traité de Sèvres, non pas évidemment par l'Empire ottoman, mais par l'État qui lui succède, qui est la Turquie donc laïque de Mustafa Kemal. Hein. On va garder le territoire de la Turquie actuelle, qui correspond à l'Asie mineure, si vous voulez, hein. Et puis bien sûr la région, la petite partie européenne autour de Constantinople, Istanbul, hein. Et tout le reste, eh bien, et vous l'avez vu, vous le verrez ici dans la carte que je mettrai à la fin et dans les cartes qu'on a commentées ensemble, tout le reste est démantelé au profit de la création du Proche-Orient actuel, hein, les frontières de l'Irak, de la Syrie, le Liban, tout ça, ça remonte à cette époque-là, et puis une partie aussi de l'Afrique du Nord, démantèlement d'empire, par un traité de paix et une bonne partie, aujourd'hui, on le sait, des problèmes d'instabilité de cette région-là viennent effectivement de ce démantèlement suite au traité de Sèvres. Hein. On vit encore à l'heure actuelle au Proche-Orient, avec les problèmes qu'il y a, dans les conséquences de la comment dire, liquidation de l'Empire ottoman. Donc voilà ainsi ce point numéro 2, et on va terminer maintenant, se diriger vers la fin, avec la révolution bolchevique. Rapidement, les principaux problèmes des traités de paix avant de passer au grand 3. Hein. Ces principaux problèmes vont être évidemment la question des minorités, je l'évoquais tout à l'heure, un problème endémique qui va traverser toute l'entre-deux-guerres et les années 30 surtout, et dont Hitler se servira. Bien sûr, la contestation anti-traité de paix, le révisionnisme, bien sûr, et puis surtout cette question des réparations allemandes qui va empoisonner toute l'entre-deux-guerres, le tout sur fond de peur de la contagion bolchevique, ce qui fait que l'Allemagne sera vraiment la seule condamnée à payer des réparations, alors que l'Autriche, la Hongrie et la Bulgarie, eh bien, n'en paieront pas, hein, ou pratiquement pas, parce qu'on a peur que ces pays soient déstabilisés hein, au profit d'une révolution bolchevique, comme celle qu'on vient de vivre hein, en mars 1919 hein, à Budapest. Troisième et dernier point, donc la révolution bolchevique et ses conséquences. Rapidement, l'URSS, la Russie, hein, en 1914, pays de 170 millions d'habitants avec une armée de 8 millions d'hommes, est un empire, si vous voulez, vermoulu, avec des réformes que les tsars qui étaient au pouvoir avant Nicolas II ont eu beaucoup de mal à faire passer. Nicolas II, jeune tsar de la dynastie des Romanov, arrive inexpérimenté. La guerre arrive. Au début, nous avons un véritable élan patriotique. Hein, et puis rapidement, les premiers échecs face à l'Allemagne vont achever de déstabiliser cet empire déjà complètement en crise. Hein. 2,5 millions de morts quand même pour l'empire tsariste, hein, pour la Russie dans ce premier conflit mondial. La révolution était à deux doigts d'éclater, c'est ce qui se produit le 23 juillet 1917, hein, d'abord démocratique, hein, mais ensuite Lénine hein, finit par revenir dans le fameux wagon plombé hein, traversé par l'Allemagne hein, donc sur le territoire. Et donc, ce qui se produit, eh bien, tout simplement, c'est donc la révolution, cette fois-ci dite bolchevique. Révolution bolchevique qui va commencer les 24-25 octobre 1917, c'est ça qu'on appelle la révolution d'octobre. Le programme de Lénine est simple, paix, pain et terre, hein, collectivisation, bien sûr, installation d'un État communiste, mais surtout la paix, et c'est ça qui nous intéresse, puisque la Russie, et ce qui intéressait aussi les Allemands d'ailleurs, c'est bien pour ça que l'Allemagne a tout fait pour que Lénine, hein, franchement avec le feu, retourne en Russie, c'est tout simplement que le jeune gouvernement bolchevique eh bien, réalise sa promesse, et en janvier 1918, eh bien, c'est le traité de Brest-Litovsk et le retrait hein, de la Russie bolchevique du conflit, hein, ce qui va permettre aux Allemands évidemment de mettre tout le paquet vers le front ouest, comme vous le savez, grâce à l'entrée en guerre des États-Unis, à la percée de Franchet d'Espéré sur le front d'Orient. Tout cela fera que finalement les Alliés vont gagner hein, ce conflit, mais c'est important de le noter. Lénine va d'abord établir au début du conflit, au début du
comment dire, après le conflit en fait de la guerre civile, hein, qui va nous mener jusqu'au début des années 20 entre Russes blancs et Russes bolcheviques. Trotsky, un des compagnons de Lénine, va organiser l'armée rouge. Finalement, les bolcheviks l'emportent. La famille du tsar sera exécutée dans les conditions atroces que l'on connaît. Et nous avons un début d'économie de type mixte, en fait, dans le territoire de la jeune URSS pour reconstruire le pays. Et puis petit à petit, vous le savez, c'est la montée en puissance, et on y reviendra, d'un personnage qui s'appelle Staline, qui va d'une part mettre Lénine à la retraite, celui-ci meurt assez rapidement d'une attaque cérébrale, et se débarrasser de Trotsky, l'organisateur de la fameuse armée rouge, pour accaparer tout le pouvoir. Voilà assez rapidement ce que l'on peut dire sur la révolution bolchevique. On aura l'occasion, vous imaginez bien, de largement y revenir. Et tout cela nous mène maintenant, évidemment, en conclusion, à de nouvelles relations internationales. Donc les grands enjeux des relations internationales des années 20, et on va largement le développer dans le prochain cours, vont être, un, de contenir autant que possible l'extension de cette révolution bolchevique, on l'a déjà dit, deux, d'éviter le retour de la puissance allemande, hein, ou des puissances centrales, tentative de restauration monarchique, hein, comment dire, sur le terrain, comment dire, de l'influence occidentale, hein, vers l'Europe centrale. Troisième point, maintenir évidemment le système démocratique, coûte que coûte, hein, gagné, hein, suite à la guerre de 14-18, si vous voulez. C'est le grand début, hein, du grand jeu international de ces années 20 et de ces années 30. Les années 20, si vous voulez, les franco-britanniques, et je dis bien franco-britanniques car les États-Unis vont avoir une période d'isolationnisme qui vient tout de suite après le conflit, vont tenter par tous les moyens de maintenir, avec un certain succès, ce système démocratique de tous ces États que l'on vient de créer. Hein. Et puis, deuxième volet, hein, eh bien, deuxième volet, c'est les années 30, hein, la bascule étant la crise de 29. Tout cela, nous l'analyserons évidemment en détail dans les séances suivantes. Je vous remercie de votre attention pour cette fiche. Quelques excuses pour le petit bruit qui s'est produit, correspondant à un téléchargement bien involontaire. Je vous recommande, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce, comme on le dit désormais dans toutes les vidéos. Je ne suis qu'un apprenti youtubeur, je vous le rappelle. Et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt pour la fiche suivante. Merci.